Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ok, donc on va reprendre là où on avait laissé l'autre fois. Donc on avait vu le rapport de surmortalité masculine, je pense qu'à ce niveau-là, euh, euh, c'était correct. Est-ce qu'il y avait encore des problèmes de compréhension par rapport à la méthode de la population type euh, et de la question de la mortalité par âge, etc. Ou est-ce que désormais c'est bien compris? Si quelqu'un avait encore des soucis avec ça, il peut se manifester maintenant. Sinon, on va passer à la suite. Donc, étant donné qu'on parlait de la mortalité, j'avais voulu faire une petite parenthèse pour vous parler de la Covid-19 et de quelques implications démographiques que l'on peut observer dans toute cette situation du Covid-19, surtout plus en fait dans les débuts de cette crise et de cette pandémie. Donc, dans les débuts de la crise du Covid-19, on entendait beaucoup parler du taux de mortalité du Covid. Okay. C'était un terme assez commun dans les médias. Puis même maintenant encore, il arrive que l'on entende parler du taux de mortalité. Le terme était très utilisé pour désigner la proportion de décès parmi les cas comptabilisés. Okay. Sauf que maintenant, vous, en tant que démographe initié, vous savez qu'un taux de mortalité ne correspond pas à ça. Okay. Un taux de mortalité, c'est ce qu'on a eu, c'est une mesure de la fréquence rapportée à la totalité de la population. Okay. Euh, Même quand il s'agit d'un taux de mortalité par cause, c'est-à-dire le taux de mortalité dans ce cas-ci de la Covid, ça aurait pu être le taux de mortalité du paludisme, etc., ça reste toujours que c'est une mesure où l'on rapporte les événements, dans ce cas-ci les décès observés en raison du Covid-19, à la population moyenne totale. Okay. Donc c'est une mesure qui nous montre l'impact des décès dus à une infection particulière et sur l'ensemble de la population. Donc la vraie mesure qui faussement pendant longtemps avait été appelée taux de mortalité du Covid-19, c'est celle de la létalité. En anglais, le terme c'est fatality rate, c'est assez commun. Et donc on parle souvent donc d'un taux de létalité. Bon, ce n'est pas un vraiment, parce que comme je disais avant, un taux normalement doit être rapporté
à l'ensemble de la population, mais dans tous les cas, on parle de la létalité. Et donc, il s'agit d'une simple proportion, c'est ce que vous voyez ici, du nombre de décès liés à la maladie en question, rapporté au nombre de cas. Okay, donc, avec cette logique, euh, euh, 100 000 décès sur 100 000 personnes infectées ou 100 000 décès sur 200 000 personnes infectées auraient le même taux de mortalité chez une population de la même taille, mais n'auraient pas le même taux de létalité. Et c'est là où il y avait une grosse ambiguïté et une mauvaise compréhension dans ce début de crise de Covid. Mais en plus, le problème ne s'arrête pas là, car on a bah, la létalité observée d'une maladie, mais on a aussi, ce que vous avez à droite, la létalité réelle d'une maladie. Okay, et en fait, la létalité observée, c'est une estimation en fait de la létalité réelle. C'est le nombre observé de décès sur le nombre observé de cas. Donc en fait, cette mesure dépend entièrement de comment est-ce qu'on comptabilise les cas finalement. Hein. Donc est-ce qu'on enregistre tous les cas et est-ce qu'on classifie adéquatement les décès, chose qui est loin d'être faite adéquatement partout. Ce qui fait que la létalité observée d'une maladie, en tant qu'estimateur de la létalité réelle, est presque systématiquement biaisée. Et puis le sens du biais va dépendre de ce qui est le plus biaisé. Est-ce que c'est le numérateur, est-ce que c'est le dénominateur, et puis dans quel sens va ce biais, même si généralement on parle de sous-observation dans les deux cas. Mais en général, en fait, c'est surtout le dénominateur, donc le nombre de cas enregistrés, qui est le plus souvent biaisé et non pas le numérateur. Même si les deux le sont, c'est vraiment le dénominateur qui est le plus souvent fortement biaisé. C'est encore plus vrai dans des cas comme la Covid, où on ne connaît pas l'entièreté des cas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont asymptomatiques ou qui en montrent des faibles symptômes et donc que l'on n'enregistre jamais. Okay, ce qui fait que finalement, un pays qui mesure mieux ces cas et qui fait plus de tests, etc., se rapprochera beaucoup plus de la létalité réelle, hein, et va donc faire baisser la létalité observée, tandis que celui qui teste moins bien va surestimer euh, la létalité car il ne va enregistrer que les cas les plus graves ici au dénominateur. Okay, euh, donc, peut-être que je vais. Ok, si vous voulez prendre 5 minutes pour faire ce petit exercice ici, où je vous donne deux populations euh, hypothétiques, ok, la population A et la population B. Je vous donne la population moyenne, je vous donne le nombre de décès euh, 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 de Covid, puis je vous donne le nombre de cas enregistrés, observés, et le nombre de cas totaux. Donc, je vais vous demander de calculer ces trois mesures pour chacune de ces populations et on va les comparer. D'accord? Donc, prenez 5 minutes, c'est assez rapide, c'est vraiment des simples divisions. Puis, lorsque vous aurez terminé, on, on va reprendre.
Ok, donc si vous avez réussi à finir l'exercice, vous aurez dû remarquer, enfin, est-ce que quelqu'un a remarqué quelque chose? Est-ce que quelqu'un a terminé l'exercice? Sinon, je vais poursuivre moi-même. Bonjour. 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 Oui, Bonjour. On constate que, oui, on constate que sur le taux de mortalité par cause, le décès, on a pour la population A, mhm, on a 100 pour 1000. oui, Et pour la population B, on a 50 pour 1000. ouais, Le taux de mortalité par cause. ouais. Est-ce que ça c'est bon? Est-ce que vous avez calculé ensuite les deux autres mesures ou pas encore? Non, pas encore. Ok, pas de problème. Bah, c'est très bien, c'est un bon début. Alors, quand on calcule donc le taux de mortalité par cause, on a Mhm. l'impression que on a deux fois plus de décès dans la population A que la population B. Euh, Ça, donc, parce que les populations sont de tailles différentes. Donc, étant donné qu'elles ont le même nombre de décès, la population la plus petite va avoir un taux de mortalité plus élevé. Sauf que quand on calcule la létalité observée de la maladie, ok, là, on va obtenir, donc dans la létalité observée ici, un taux de 5 pour 1000 pour la population A et un taux de 2,8 pour 1000 pour la population B. Je vais juste couper un micro qui est allumé parce qu'on entend de l'écho. Euh, donc, on a toujours l'impression que dans la population A, les gens décèdent plus de la Covid que dans la population B. Okay, ça, c'est la létalité observée. Mais ça, c'est uniquement parce que le nombre de cas de Covid enregistrés est sous-estimé dans la population A. En fait, il est sous-estimé dans les deux populations, mais il est plus fortement sous-estimé dans la population A, ce qui crée une létalité observée plus élevée. Donc en fait, quand vous calculez la létalité réelle, qui en pratique ne peut jamais être calculée parce que on n'a jamais toute l'information sur le nombre total de personnes infectées et le nombre total de décès parfaitement. Mais là, dans ce scénario hypothétique, si on calcule la létalité réelle, bah, dans les deux pays, vous avez 100 000 décès sur à peu près 450 000 cas de Covid. Donc en fait, les gens décèdent exactement dans la même proportion de la maladie dans les deux pays A et B, mais ce qui crée un gros décalage dans les mesures entre ces deux pays, c'est le biais de la létalité observée et le fait que le taux de mortalité mesure complètement autre chose que ce qui nous intéresse. Voilà. Donc, je vais vous expliquer ça encore un petit peu avec des exemples plus concrets, mais c'est ce problème de mesure, entre autres, a été la source en fait de beaucoup de mauvaises compréhensions par rapport à la létalité justement et la propension dans laquelle cette maladie était capable de tuer des individus entre les différents pays au début de la crise. Et donc, euh, ces différences dans la létalité observée justement au début avaient soulevé de nombreux questionnements. L'exemple qui avait été le plus donné, c'était celui de l'Italie et de l'Allemagne. Ça avait, je ne sais pas si vous aviez entendu parler de ça, c'était plus aux alentours des mois d'avril et mars, mais surtout avril. On se demandait vraiment comment était-il possible que l'Italie et l'Allemagne aient un niveau de létalité, donc proportion de gens qui décèdent de la maladie par rapport au nombre de cas observés, aussi différent, alors que les pays sont assez similaires sur plusieurs aspects. Donc vous voyez ici l'Allemagne, ce graphique reprend l'évolution du taux de létalité pour plusieurs pays et pour l'ensemble du monde ici. On observe que pour l'Allemagne, on se situe à peu près vers les 4 et quelques pourcents, alors qu'en Italie, on n'était pas loin du 14% dans les mois d'avril, mai et juin. Okay, donc ça voulait dire, on avait l'impression que en Italie, 14% des individus qui étaient infectés par la Covid-19 décédés, alors qu'en Allemagne, on était beaucoup plus aux alentours du 4%. Okay,
Alors, initialement, les premières réponses qui ont été proposées par les gens étaient que bah, le système de santé était beaucoup plus efficace en Allemagne. Puis on parlait aussi un petit peu de la question du patrimoine génétique, hein. Euh, Peut-être on essaie d'expliquer par exemple, comme c'est le cas pour le palu, hein, que certaines populations ont une plus grande résistance que d'autres. Mais ces deux explications n'étaient pas euh, suffisantes pour bien expliquer l'amplitude des écarts qu'on observait entre certains pays. Okay. Et donc, en fait, euh, euh, les deux éléments qui nous permettaient de mieux expliquer cette inégalité de la létalité entre les pays, bah, le premier, vous l'avez compris, si vous avez bien suivi l'exercice d'avant, c'est la façon dont on mesure ou dont on teste les cas observés. Donc, c'est vraiment une question de biais dans la mesure de la létalité qui peut créer des écarts très importants entre deux populations, même si en réel, comme l'exemple que je vous ai donné ici, elles ont exactement la même létalité réelle. La létalité observée peut fortement varier d'un contexte à l'autre, dépendamment toujours de ce dénominateur et de la précision avec laquelle on enregistre et on teste les cas. L'autre élément, c'est la structure de la population. Vous avez dû un peu le comprendre avec bah, toute cette notion de taux de mortalité par âge et de structure de la population dont on a parlé au dernier cours. Euh, la COVID-19 est une maladie qui tue avant tout les personnes âgées. Donc, être dans un pays où la proportion de personnes âgées est plus élevée, bah, on va se retrouver dans un pays qui aussi va avoir une létalité plus élevée. Okay. Donc, je vais vous expliquer ça encore plus clairement dans un instant. Donc, pour illustrer l'impact en fait de la structure par âge sur le nombre de décès et la létalité observée par rapport à la COVID-19, des auteurs qui ont fait l'exercice suivant. Ils ont comparé des pays qui ont des tailles plus ou moins des tailles de population plus ou moins assez similaires. Donc, d'un côté, ils ont comparé l'Italie et la République de Corée en haut, et d'une autre, le Brésil et le Nigeria. Okay. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris la structure de la population de ces quatre pays. C'est ce que vous voyez à gauche ici. Ce sont les pyramides des âges en bleu ici en haut de l'Italie, en orange de la Corée du Sud, et puis en bas, en bleu du Brésil et en jaune du Nigeria. Donc en bas, vous avez une très forte disparité dans la structure par âge. Vous avez le Nigeria qui est un pays très très jeune et le Brésil qui est un pays maintenant vieillissant. Et puis en haut, vous avez deux pays vieux, mais l'un, qui est l'Italie, beaucoup plus vieux que l'autre. Vous le voyez ici avec le haut de la pyramide des âges. Okay. Et donc, ils sont allés projeter le nombre de décès auxquels on pourrait espérer, que l'on pourrait espérer observer si on appliquait les taux d'infection et les taux de létalité par âge observés présentement en Italie. Donc ça, c'est les pyramides que vous voyez à droite. Ce sont le nombre de décès que vous pouvez penser observer dans chacun de ces pays selon leur structure par âge. Donc là, vous remarquez que l'Italie, qui est un pays plus vieux que la Corée, même si les deux pays sont des pays vieillissants, va observer dans certaines classes d'âge presque le double de décès liés à la Covid que ce que l'on verrait en Corée du Sud, qui est en orange ici. Et les écarts sont massivement plus importants lorsqu'on compare le Brésil et le Nigeria, pour lesquels les structures par âge sont aussi très radicalement différentes. Le nombre de décès observés au Brésil serait beaucoup plus important que ce que l'on observerait au Nigeria. Donc, première explication pour cette létalité variable entre les pays, c'est la structure par âge. Mais la deuxième, donc, c'est, comme c'était ce dont on a parlé au début donc, de cette section, c'est vraiment le biais dans la mesure de la létalité qui sera le plus important. Et d'ailleurs, ce qui a suivi avec cette crise du Covid, c'est qu'au fur et à mesure que les pays ont commencé à mieux tester, à faire plus de tests, bah, la létalité graduellement baissait sur l'ensemble du monde. Hein, c'est d'ailleurs ce que vous voyez ici sur l'échelle de la planète, avec la ligne violette ici, là, qui représente le taux de létalité global du monde. Bah, à partir d'un certain moment, ce taux a commencé à baisser parce que plusieurs pays commençaient à faire de plus en plus de tests.
Voilà, donc là, ici, vous avez juste une autre visualisation qui aide à bien percevoir cette variabilité entre les pays. Donc en abscisse, vous avez le nombre de cas observés sur une échelle logarithmique, hein, vous êtes à 10 000, 10 000, etc. Puis en ordonnée, ici, vous avez le nombre de décès que l'on observe. Okay, donc il est normal qu'on ait une corrélation entre les deux, hein, et que ce graphique se prolonge vers la diagonale, dans ce sens-là, vers le haut droit, vers le point droit haut. Mais ce qu'on remarque, c'est les lignes pointillées ici représentent la létalité, hein, de différents pays. C'est quand même une grande variabilité sur ce corridor ici. Donc un pays qui se situe plus vers le haut du corridor serait un pays avec une létalité beaucoup plus élevée, hein. Donc ceux qui sont proches de cette ligne sont de l'ordre de presque 40%, hein. Ici, on a des pays aux alentours de 20%, la Belgique aussi aux alentours de 20%, alors que ceux qui sont plus vers le bas se situent vers des niveaux de létalité, hein, très faibles. En fait, comment vous l'interprétez, ce graphique, c'est si vous reprenez la ligne ici, par exemple, ben, ça voudrait dire que tous les pays qui ont observé à peu près 10 000 cas de Covid se situent sur cette ligne. Et puis ensuite, la variabilité va provenir du nombre de décès que chacun va enregistrer. Donc, plus on est vers le haut de cette ligne à l'intérieur de ce corridor, plus on a de décès par rapport au même nombre de cas. D'accord? C'est un simple graphique qui s'interprète comme n'importe. Donc là, vous remarquez bien qu'il y a beaucoup de mobilité sur ce corridor. Voilà. Et donc, juste pour revenir de plus près de la matière du cours, hein, c'était juste une parenthèse ici pour vous faire un lien avec l'actualité. Mais la question de mesure de la mortalité, en fait, a toujours été une question qui a hanté les démographes, hein. Et d'ailleurs, il y a une branche de la démographie, hein, qui s'appelle traitement des données imparfaites, qui est une branche majeure qui a découlé de cette hantise. On, on est tellement souvent pris dans des contextes où la qualité des données nous empêche de correctement estimer la mortalité que les démographes ont développé tout un tas d'outils qui nous permettent d'estimer les données, d'estimer la mortalité ou d'autres indicateurs démographiques dans des contextes au système défaillant, système statistique défaillant. Comme c'est le cas pour l'état civil dans de nombreux pays, ça on en avait parlé lors du deuxième cours de la session. Mais donc malgré tous nos efforts, hein, des fois on peut avoir des écarts très importants de la mortalité euh, de, de, de la mortalité que l'on estime par ces méthodes pour un même pays. Par exemple, ce graphique, je ne vais pas trop m'attarder là-dedans, mais vous montre simplement dans plusieurs pays, vous avez ici le Nigeria, le Cameroun, puis vous avez deux différentes mesures de la mortalité. En haut, c'est la mortalité infantile, en bas, c'est la mortalité des adultes, pour les femmes dans les deux cas. Ce qu'on remarque, c'est qu'au Nigeria, peu importe la méthode qui est utilisée, les estimations ont toujours d'importants écarts en ce qui concerne la mortalité. Pour le Cameroun, on arrive à assez bien estimer la mortalité. Il y a une continuité ici entre les lignes, donc on arrive à assez bien estimer la mortalité des jeunes à travers différentes méthodes et différentes enquêtes. Il y a les EDS, etc. Mais par contre, pour la mortalité des femmes adultes, les estimations démontre quand même d'importants décalages, hein. Dans certains cas, on a l'impression que la mortalité baisse, dans d'autres, on a l'impression que la mortalité augmente. Bref, la forme est assez. Il n'y a pas de consistance, disons. Ici, dans le cas du Nigeria, c'est encore pire pour la mortalité des femmes. Les écarts sont beaucoup trop importants, donc ça vous démontre à quel point les questions de qualité des données sont toujours en avant de la scène en démographie. Cette étude date de 2015, hein, donc c'est encore très récent tout ça. Voilà, donc c'est tout pour la mortalité. Maintenant, on va passer à la question de la fécondité et de la question de, comme pour la mortalité, hein, de la question de la structure par âge et comment éliminer la structure par âge lorsqu'on veut mesurer la fécondité. Juste avant de poursuivre, il faut noter faut marquer, disons, la différence ou souligner la différence entre quelques notions qu'on utilise des fois de façon interchangeable alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Lorsqu'on parle de fécondité, il y a trois termes qui sont mis de l'avant: la fertilité, la natalité et la fécondité. Mais ces trois termes ne veulent pas dire la même chose. La fertilité signifie la capacité biologique de se reproduire en donnant naissance à des enfants vivants.
La natalité appréhende plus les naissances vivantes par rapport à l'ensemble de la population, donc exprimé en taux, c'est par exemple le taux brut de natalité, donc on parle de la natalité d'une population, alors que la fécondité signifie beaucoup plus l'intensité des naissances vivantes par rapport à la population féminine en âge de procréer. Okay, donc c'est plus une mesure de l'intensité du comportement. Donc la fertilité, c'est une mesure biologique. La natalité est une mesure de fréquence au sein de la population dans son ensemble. La fécondité mesure vraiment l'intensité d'un comportement au sein de la population qui a risque de connaître ce comportement. En l'occurrence, les femmes de 15 à 49 ans. Et donc, c'est pour bien différencier ces deux derniers, la natalité et la fécondité, parce que la fertilité ne nous intéresse pas vraiment, nous, les démographes, c'est quelque chose de biologique, comme nous, on s'intéresse beaucoup plus aux deux derniers, la natalité et la fécondité. C'est pour pouvoir différencier les deux que l'on doit contrôler pour la structure par âge. Même si les problèmes liés à la structure par âge sont moins problématiques pour la fécondité que pour la mortalité. La mortalité concerne tous les âges, alors que la fécondité ne concerne que les femmes de 15 à 49 ans, ce qui est une part de la population qui est moins variable généralement. Cela n'empêche qu'on doit, pour la fécondité aussi, neutraliser les effets de structure par âge si on veut avoir des bonnes mesures non biaisées pour comparer les pays entre eux. Alors ici, il y a une erreur, ce n'est pas la mortalité, c'est comment estimer la fécondité en éliminant les effets de structure par âge. Bonsoir, monsieur. Oui. Bonsoir, vous allez bien? Bien, et vous? Ça va. En fait, on n'arrive pas trop bien à vous comprendre. Ok. Vous parlez un peu vite et puis vous mettez la main sur la bouche. C'est un peu incompréhensible. Ça va. Ok. Vous pouvez venir sur le slide précédent. J'ai une question à poser. Oui. Vous avez dit que la fertilité constitue la capacité de se reproduire en donnant naissance à des enfants vivants. Ce qui veut dire qu'une femme qui donne naissance à un mort-né n'est pas fertile? Si on donne, si par exemple, en fait, la définition de mort-né dépend d'un pays à l'autre, premièrement, mais si une femme à répétition donne naissance à des morts-nés, on considérerait qu'elle ne serait pas fertile. Ça, c'est la définition standard biologique de fertilité. Ouais. Monsieur, là, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est pour dire que je ne comprends pas, en fait. Parce que, en fait, d'habitude, on dit que la fertilité, c'est la capacité d'une femme à donner naissance, qu'elle soit vivante ou peu importe le résultat. Mais là, le fait qu'on inclut le fait de naissance vivant, c'est un peu flou pour moi. Je ne sais pas, la définition n'est pas claire pour moi. Ok. Dans quel sens est-ce qu'elle n'est pas claire? Le fait qu'on dise le fait que c'est dit en donnant naissance à des enfants vivants. Ouais. La définition que nous connaissons et qui nous a été dit, c'est la capacité d'une femme à se reproduire, point. Mais après qu'elle donne naissance à un enfant vivant ou mort, elle est fertile. Mais parce que je comprends pas la nuance, quoi. Je comprends qu'il puisse y avoir une matière à débat, mais déjà dans la définition que vous me donnez, qui est la capacité d'une femme à se reproduire, eh bien, le fait que la naissance soit vivante ou pas a un énorme impact sur cette définition même. Est-ce qu'on peut dire que une personne qui, de façon récurrente, donne naissance à des enfants morts a vraiment la capacité de se reproduire? Pas vraiment. Après, moi, je pense que ça dépend d'autres aspects et médicaux. Mais le fait qu'elle puisse quand même donner naissance, même si elle fait des fausses couches ou peu importe. En tout cas, je ne comprends pas la nuance, je ne me retrouve pas là-dedans. Je comprends votre point, mais en vrai, donc, premièrement, c'est ce que je dis au début, cette définition va rester quand même assez mobile parce que la notion même de naissance vivante peut varier d'un contexte à l'autre. Mais dans certains cas, la ligne entre un mort-né et une fausse couche peut sembler quand même assez ambiguë. Donc, de mon point de vue en tout cas, faire une coupure abstraite entre la fausse couche et le mort-né et dire que dans un cas,
la personne est considérée comme fertile alors que dans l'autre, elle est considérée comme infertile, ne fait pas de sens. C'est comme vous dites, la fertilité revient à la capacité donc d'une personne ou d'une femme à se reproduire et donc de mener à la naissance d'une personne vivante qui, elle, à son tour, sera apte à se reproduire par la suite. La notion de reproduction est vraiment, réside entièrement dans cet aspect cyclique et répétitif. Okay, donc, si à chaque naissance que vous donnez, cette naissance n'est pas vivante, on ne pourrait pas vous inclure, on ne pourrait pas considérer que vous répondez à la capacité de reproduction d'un humain. Après, moi, je suis d'accord avec vous que ça peut être matière à débat et je suis très persuadé qu'il y a plusieurs définitions de l'infertilité et de la fertilité. Je sais que certaines personnes considèrent qu'être fertile, c'est de simplement avoir la capacité de concevoir, euh, peu importe la finalité de la grossesse, du moment que vous arrivez à entrer en grossesse, que vous avez la capacité, que vous êtes considéré comme fertile. Mais ça, c'est matière à débat. Donc, ouais. Juste un instant. Messieurs, merci pour les explications. Mais je pense que je vais plus faire de recherches. Et lors de la séance prochaine, je vous ferai part de plus de questions. Parce que là, je ne suis pas tout à fait convaincue. Ok, ça marche. On peut faire comme ça. Donc, on disait... Juste un instant, s'il vous plaît. Dans tous les cas, si par rapport à ça, vous avez eu d'autres définitions, moi je n'ai pas de problème à ce que vous optiez pour celle-là. De ma part, de toute façon, de ma part, comment dire, comme je vous ai expliqué, ce qui nous intéresse le plus, nous, c'est la natalité et la fécondité. Donc, ce n'est pas un grand souci. Alors, maintenant, on en était où? Donc, voilà, comment estimer la fécondité en éliminant les effets de structure par âge. Donc, pour la mortalité, je vous avais montré les taux de mortalité par âge, la méthode de la population type, et je vous avais parlé assez brièvement de l'espérance de vie sans vous montrer le calcul de celle-ci. Pour la fécondité, on va parler donc du taux global de fécondité, du taux de fécondité par âge, et puis de l'indice synthétique de fécondité qui est à peu près l'équivalent de l'espérance de vie, mais bon, pas tout à fait, mais pour la fécondité. Hein. Donc, c'est une mesure synthétique qui résume la fécondité en tenant compte des effets de structure par âge. Alors, tout d'abord, le taux global de fécondité, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une mesure qui est exprimée pour 1000, d'accord? Donc, ça reste un taux. Et puis, on reprend donc le calcul suivant. N représente les naissances vivantes de la période considérée. Hein. Souvent, ça va être pour une année. Si ça ne l'est pas, il faut ensuite, encore une fois, comme pour les autres taux, ramener la mesure à une échelle annuelle. Et puis, en bas, au dénominateur, vous avez F, qui est l'effectif, en fait, la population moyenne des femmes en âge de procréer. Hein, d'accord? Donc, population moyenne, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. De façon générale, on considère que les âges de la procréation sont de 15 à 49 ans. D'accord? Donc, vous allez avoir le nombre de naissances rapporté à la population moyenne des femmes âgées de 15 à 49 ans. Donc là, déjà, si vous comparez cette mesure par rapport au taux, vous remarquez que donc on ne prend pas la population dans son ensemble, donc on est déjà capable de réduire en partie les effets de structure par âge. Donc le taux global de fécondité va être plus précis que le taux brut de natalité. Donc dans cette mesure, on ne tient pas compte de la population masculine et
on ne tient pas compte de la population qui n'est pas soumise au risque de procréer. Alors, le premier élément de ne pas tenir compte de la population masculine, c'est assez important parce que la capacité d'une population à se reproduire tourne principalement en fait autour de sa proportion de femmes en âge de procréer. Donc, dans des cas comme, je vais vous montrer un exemple en revenant sur un cours précédent, dans des cas, c'est ici où je l'avais, dans des cas comme celui-ci, je reviens en arrière, de celui des Émirats arabes unis, par exemple, où vous avez une surreprésentation des hommes par rapport aux femmes, calculer le taux brut de natalité ou le taux global de fécondité va amener à une très forte différence. Donc, le taux global de fécondité sera beaucoup plus apte à nous indiquer la capacité de cette population à se reproduire. D'accord ? Mais, même si cette mesure donc, nous apporte plus de précision qu'un taux brut de natalité, il reste qu'il existe une grande variabilité de la fécondité selon l'âge à l'intérieur de la tranche des 15 à 49 ans. Une femme de 25 ans va généralement être beaucoup plus féconde qu'une femme de 15 ans et inversement pour l'extrême de la classe d'âge. Donc, c'est là où il devient plus utile de calculer, comme pour la mortalité, des taux de fécondité par âge. Le calcul est exactement le même. Hein. Pour la mortalité, on notait MX. Ici, on note FX pour le taux de fécondité à l'âge X ou au groupe d'âge X. Et donc, le calcul est le même. On reprend les naissances ou le nombre de naissances vivantes issues des femmes d'âge X, okay, que l'on rapporte à la population moyenne des femmes d'âge X. Toujours pour une période donnée, et comme ça je vais le rappeler à chaque fois, si vous travaillez sur plus d'une année, vous devez le ramener à sa valeur annuelle, donc en divisant par 5 si vous êtes sur des périodes de 5 ans, ou par 10 si vous êtes sur des périodes de 10 ans. Monsieur, Oui, s'il vous plaît, si c'est des années, oui. Si c'est 2 années, vous on- divisez. Ouais. par exemple, quand on a à partir du premier mois 2015 au premier mois 2016, Mhm. on Là, ce divise sera une par seule deux année. aussi. Là, ce sera une année. Si vous êtes du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016, ça ne sera qu'une seule année. Mais si vous allez jusqu'à 2017, là, ça sera 2 années et vous divisez par 2. D'accord. Ouais. Merci. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, toujours ramener à une valeur annuelle. Donc, selon Mais généralement, vous allez rarement travailler sur des périodes de 2 ans. En général, c'est soit. Bon, c'est comme ça que les données sont généralement disponibles, mais ça va être sur des périodes de 1 an, 5 ans, 10 ans. C'est généralement les standards. Souvent, ça va être en 5 ans. Donc voilà, donc le graphique ici que je vous présente reprend, juste pour vous illustrer de quoi ça a l'air, les taux de fécondité par âge selon donc, le milieu de résidence au Congo. Donc vous avez la ligne au milieu ici avec les 2 cubes qui représentent la moyenne générale de l'ensemble du pays. D'accord ? Donc vous voyez bien que la fécondité démarre à un niveau relativement faible pour les 15 ans, puis augmente considérablement pour la classe d'âge de 20, on serait vers les 22 ans, peu importe. Le graphique n'est pas très précis. Et à partir de ce moment-là, elle baisse jusqu'à devenir assez faible aux alentours de 50 ans. Ce qu'on remarque aussi, c'est que lorsqu'on divise selon le milieu urbain, qui est la courbe en bas, ou le milieu rural, eh bien, la fécondité par âge est systématiquement plus élevée en région rurale qu'elle ne l'est en région urbaine. C'est quelque chose d'assez commun un peu partout. Ici, je suis allé chercher les données des EDS de 2018 pour le Mali, pour vous calculer exactement la même courbe que ce qu'on vient d'observer en haut. Et donc, vous remarquez encore une fois la même tendance à peu près, une fécondité plus faible pour les 15-19 ans, qui augmente considérablement pour les
24 ans, pour ensuite graduellement baisser jusqu'à la dernière classe d'âge qui est de 15-49 ans. En bleu, vous avez la moyenne pour l'ensemble du pays. Et puis en orange et gris, vous avez les régions rurales et urbaines. Donc pareil, la fécondité est systématiquement plus faible en région urbaine. Vous voyez que le décalage entre le total du pays et la zone rurale est relativement faible. Ça, c'est principalement parce qu'une plus grande proportion de la population malienne vit en zone rurale, ce qui donne plus d'importance à ces taux de fécondité-là sur l'ensemble moyen du pays. Voilà. Donc, comme pour le taux de mortalité par âge, le taux de fécondité par âge vous donne une information qui est vraiment complète, sauf que pour des comparaisons, ça commence à faire beaucoup d'informations, car il faut soit superposer plusieurs graphiques, soit on se retrouve avec des tableaux très chargés, comme le tableau que je vous avais montré pour le taux de mortalité par âge en comparant le Sénégal et le Japon. Donc, des fois, on espérait avoir une mesure plus synthétique qui nous permette de mesurer en un seul chiffre les niveaux de la fécondité d'un pays ou d'une population, d'accord, sans tenir compte ou en neutralisant les effets de structure par âge. Donc, cette mesure, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est l'indice synthétique de fécondité. Okay. Donc, l'indice synthétique de fécondité est le résultat en fait de la somme des taux de fécondité par âge. Okay. Donc, vous faites la somme des taux de fécondité par âge, et puis cette mesure va ultimement représenter le nombre d'enfants que les femmes d'une génération fictive auraient si à chaque âge elles avaient les taux de fécondité de l'année même. Donc, c'est très similaire au calcul de l'espérance de vie. Hein. Pour l'espérance de vie, on estime le nombre moyen d'années que peut espérer vivre un individu qui connaissait les taux de mortalité par âge du moment à travers toute sa vie. Ben ici, c'est le nombre moyen de femmes qu'une femme peut espérer avoir si à chaque âge, elle avait les taux de fécondité de l'année. D'accord. Donc, le calcul ici, je vous mets la formule, mais vraiment, tout ce que vous devez retenir, c'est que vous devez simplement faire la somme des taux de fécondité par âge. Si vous travaillez avec des taux de fécondité par âge pour des classes d'âge de 5 ans, c'est ce qui représente le N ici de votre formule, vous devez multiplier le total par 5, parce que les femmes vont connaître ces taux-là pendant 5 ans de leur vie, disons, hein, donc à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans et puis à 19 ans. Donc, quand c'est des taux pour une classe d'âge, il faut les multiplier par 5, hein, parce qu'on vit 5 années à travers cette classe d'âge, et puis les taux sont rapportés à une valeur annuelle. Mais donc, voilà. Mais donc, sinon, le calcul est assez simple. La petite note ici, justement, vous rappelle juste de toujours faire attention à comment vos taux sont exprimés. Hein. Donc, si par exemple, vos taux sont exprimés en pour 1000, il va falloir diviser le tout par 1000 parce que l'ISF, généralement, se rapporte à une mesure individuelle. Hein. C'est le nombre moyen d'enfants qu'une femme peut espérer avoir si tout au long de sa vie, elle connaissait des taux de fécondité du moment. On va faire un exemple chiffré dans un instant et vous allez mieux comprendre comment ça se calcule. Donc, comme je disais, similairement à l'espérance de vie, c'est une mesure synthétique de la fécondité qui n'est pas affectée par la structure par âge, qui vous donne le nombre de naissances par femme et qui permet donc la comparaison des niveaux de fécondité dans l'espace et le temps de façon plus pratique avec d'une seule mesure. Okay. Alors là, ici en orange, je vous ai remis encore une fois l'interprétation de la mesure au besoin. Alors ici, encore une fois, à partir des EDS, je suis allé chercher